Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Pequignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Sabine Nzingamoa, Santé pour tous et problématique des brevets sur les médicaments, 2022. Jocelyne Kiss, Geoffrey Jean Edwards, Thierry Belguic, Penser la vulnérabilité, Penser la situation de handicap, 2022. Rafik Hemzizou, L'islamophobie intellectuelle, une critique, 2022. Yvon Quignou et Nikos Foufas, La possibilité du communisme, 2022. Jean-Paul Sauzet, Le voile qui dévoile. La radicalité du capitalisme, 2022. Georges Vugic, Les convergences liberticides. Essai sur les totalitarismes bienveillants, 2022. Frédéric Sinclair, Comment sortir de l'impasse libérale ? Essai de philosophie politique civilisationnelle, 2022. Jean-Marc Hainaut, Bienvenue dans la nouvelle ruralité. Partons à la reconquête de nos campagnes, 2022. Yvan Bordelot, La démocratie en crise. L'urgence de réagir, 2022. Lionel Moutot, Généalogie d'une modernité bestiale, 2022. Pierre-Marie Chapon, Les vieux méritent mieux, 2022. Pierre Mathil, La dictature des systèmes experts, du prédire au dire, la fin du futur indéterminé, le nouveau messianisme, 2022. Avant-propos. L'Association des jeunes chercheurs ES, du Centre de recherche sur les médiations, AJC-CREM, entre autres éléments, a pour mission d'organiser des temps de rencontres, séminaires, ateliers de formation, conférences. À l'image de leurs différentes thématiques d'études, les doctorants ES, membres de l'AJC-CREM s'inscrivent dans diverses disciplines, notamment sciences du langage, sciences de l'information et de la communication, littérature. La pluralité disciplinaire enrichit ainsi les échanges scientifiques de l'AJC-CREM tenus au cours des différentes rencontres. L'Association des jeunes chercheurs ES du CREM initie des activités telles que des journées d'études et des colloques réunissant des jeunes chercheurs ES de divers domaines de recherche et issus ES de plusieurs universités, France et au-delà. C'est dans ce cadre que le colloque international « Mettre en récit. Enjeu des nouvelles formes contemporaines de narration » s'est tenu du 15 au 16 mars 2018 à l'Université de Lorraine à Metz, s'inscrivant dans le projet quinquennal de l'unité de recherche CREM, Narration de la Société de la narration, 2018 à 2022. Le colloque « Mettre en récit. Enjeu des nouvelles formes contemporaines de narration » a réuni 18 jeunes chercheurs ES de disciplines diverses. 11 articles ont été sélectionnés par le comité scientifique pour l'ouvrage présent. Toutefois, nous souhaitons ici remercier l'ensemble des contributeurs ICES pour leur contribution à cette manifestation importante pour notre association. Nos remerciements vont aux organisateurs du colloque, et notamment à Sana Adoumi et à son équipe. Nous remercions aussi les membres du comité scientifique et ceux du comité de lecture pour leurs expertises lors de l'évaluation des textes. Par ailleurs, nous exprimons notre gratitude à la direction du CREM pour avoir tout mis en œuvre afin que cet ouvrage puisse voir le jour. Nous voulons dire merci aux professeurs ES Jacques-Walter Angélique-Monnier et Stéphane Dufour. Nous remercions également Laurent Di Filippo, ancien président de la JC-CREM et actuellement chercheur au CREM pour ses précieux conseils. Enfin, notre reconnaissance va aux membres de la JC-CREM pour leur contribution à la pérennisation de l'association. Merci infiniment à toutes et à tous. Préface. Julien Falgas, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Centre de recherche sur les médiations, CREM. Université de Lorraine. Narration pour une définition info-communicationnelle. Dans leur appel, les organisateurs du colloque mettent en récit. Enjeu des formes contemporaines de narration, solliciter les contributions de jeunes chercheurs en ce sens.
Qu'il s'agisse d'œuvres littéraires, cinématographiques, vidéoludiques, de la publicité, des discours politiques ou des réseaux sociaux, le récit se déploie aujourd'hui sous différentes formes. Longtemps, il a été étudié dans sa forme littéraire et textuelle. Désormais, il est étudié au regard d'une variété de formes en lien avec des facteurs économiques, sociaux ou culturels. Par exemple, le domaine de la communication politique est marqué par les pratiques de storytelling, Salmon 2008. Celui de la création vidéoludique s'inspire de notions telles que celles de narration spatialisée, Murray, 1998. La didactique propose de considérer comme mise en récit production d'apprenants et enseignement, Dormois, 1996. Cette diversité de formes peut être questionnée au regard de la narratologie et des théories du récit, la narration renvoyant à une tradition de recherche marquée par la littérature, Genette, 1972, Todorov, 1969. À condition toutefois de ne pas en faire un usage purement instrumental, Baroni, 2016 sur 226. L'étude de formes contemporaines de la narration doit donc s'accompagner d'un effort de théorisation du récit, et contribuer à faire évoluer les outils narratologiques qu'elle emprunte. Pour cela, il peut s'agir d'appréhender des objets en les considérant comme procédant d'une mise en récit, telles ces questions. Quel récit du réel véhicule les fake news relayées sur les réseaux sociaux? Comment le data journalism qui s'appuie sur la représentation de données raconte-t-il une histoire sur la base de faits purs? En 2018 à 2022, le Centre de recherche sur les médiations consacre son projet scientifique aux narrations de la société de la narration. Ce projet part du constat qu'il est communément admis que les formes narratives se transforment tout en étant omniprésentes dans les pratiques sociales. Il semble dès lors pertinent d'étudier les circulations à l'œuvre entre narratif et social. C'est dans ce cadre que l'Association des jeunes chercheurs du CREM a souhaité inscrire son colloque 2018. Mais au juste, qu'est-ce que la mise en récit et qu'est-ce qu'un récit et qu'est-ce qu'une narration? Dans son introduction à la narratologie, la linguiste Revaz 2009 constate qu'il est impossible de fournir une définition univoque au récit comme à la narration. Comme dans bien des domaines, la définition de leur objet de recherche constitue un vif sujet de débat pour les narratologues. N'ayant aucune prétention en matière de narratologie, je poserai ici une définition de la narration située au regard du projet et du contenu des actes du colloque Mettre en récit. Cette proposition s'appuiera sur les choix définitionnels qui ont fondé une recherche doctorale en sciences de l'information et de la communication, Falgas, 2014, choix qui avaient eux-mêmes bénéficié dès 2011 d'échanges stimulants avec mes pairs au sein de la JC CREM. Françoise Revaz repère plusieurs propriétés qui permettent de définir le degré de narrativité. Ainsi, toute narration consiste en une représentation d'actions ou d'événements, dont les propriétés cumulées déterminent le degré de narrativité. La chronique se caractérise par l'inscription dans une chronologie. La relation se caractérise par l'existence de liens de causalité entre les actions ou événements successifs. Le récit au sens strict nécessite pour sa part une mise en intrigue, c'est-à-dire un mode de composition comportant un nœud et un dénouement, ibidem. 128. Dès lors, on peut considérer que raconter c'est représenter une succession d'actions ou d'événements. L'histoire est constituée de cette succession d'actions ou d'événements, et la narration désigne la représentation de l'histoire. Quant au récit, dans une perspective info-communicationnelle et au-delà de la mise en intrigue, il désigne l'acte de communication par lequel s'incarne la narration. Le récit doit être situé à la fois dans la pluralité de médias auxquels il peut recourir pour incarner la narration, et dans la pluralité des formes de discours avec lesquelles le discours narratif est en coprésence, pour ne pas dire en concurrence. Figure 1 histoire, narration, récit, ce dont raconter est le nom. Dans des récits, Barthes, 1966, Roland Barthes affirme que le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de l'humanité. La place prépondérante du récit dans les cultures traditionnelles s'explique par la nécessité de relier l'information, de la structurer pour lui donner du sens. Au récit oral originel s'est substitué une variété prodigieuse de genres, eux-mêmes distribués entre des substances différentes, ibidem. 1.
C'est dire si le récit est confronté aujourd'hui à une vaste pluralité médiatique. Parallèlement, nos sociétés ont développé une large variété de formes de discours non narratifs pour transmettre les valeurs et les savoirs. À travers la diversité des formes médiatiques qu'il emprunte et face à la diversité des formes de discours non narratives, le récit n'est aujourd'hui bien souvent plus abordé que comme une expérience esthétique ou de divertissement. Les industries culturelles en ont fait un produit de consommation courant. Le récit comme moyen de transmission de valeurs est aujourd'hui instrumentalisé sous le vocable anglo-saxon storytelling, qui désigne une méthode de communication utilisée pour séduire ou convaincre autour des valeurs d'une marque ou d'une organisation, Salmon 2008. L'ère numérique place le récit dans une situation plus problématique encore. Avec Internet, la grande variété de médias que le porteur d'une histoire pouvait solliciter pour formuler son récit, tout comme les différentes formes de discours qui concurrençaient déjà le récit, convergent sur les mêmes écrans de l'hypermédia numérique. Dans ce contexte nouveau, non seulement le récit ne va pas de soi, mais il est appelé à se réinventer à travers la rencontre sur les écrans de médias dont les langages évoluaient jusque-là dans des espaces bien distincts. Quelle que soit la forme du récit néo-médiatique, il doit aussi composer avec la concurrence des autres formes de discours. Valérie Baudouin identifie deux pôles traditionnellement distincts et qui convergent aujourd'hui sur les supports numériques, la publication et la conversation, Baudouin 2002. L'indistinction grandissante entre la publication et la conversation, conjuguée à l'enchevêtrement en apparence paradoxal du ludique et du narratif, Falgas, 2004, marque le retour à une forme de communication plus proche de l'oralité que ce à quoi la culture de l'imprimé nous avait habitués. Le linguiste Jacques Bress retrace l'évolution de la narratologie à partir de l'approche sémiotique qui fonde la narrativité en immanence, jusqu'à l'approche pragmatique d'une narrativité résiduée dans l'interaction verbale par William Labov, en passant par l'herméneutique de Paul Ricoeur, Bress, 1994. Mais dès lors que l'on aborde le récit en tant que pratique sociale, en tant qu'acte de communication, les approches narratologiques ou sémiotiques touchent à leurs limites. En tant que document, le récit numérique peut être considéré comme médium, au sens de Roger T. Pédoc, 2003, c'est-à-dire comme un phénomène social, un élément tangible d'une communication entre des personnes humaines, dont le récit document est la trace. La fabrique de la narration. S'intéressant aux représentations accent aigu factuelles telles que les textes, les plans, les films ou les images, Howard S. Baker découpe le processus de communication en 4 étapes qui composent ce qu'il appelle la fabrique des représentations, Baker 2009/34-40. Le producteur-fabricant procède tout d'abord à la sélection nécessairement partielle des données qui seront représentées. Il en réalise la transcription selon des standards propres à son médium et qui doivent permettre aux usagers de juger acceptable la représentation qui en découlera. Vient ensuite la mise en ordre des données, c'est-à-dire le ton, les choix esthétiques, typographie, graphisme, etc., adoptés par la représentation. Enfin, les usagers procèdent à l'interprétation à partir des connaissances et des compétences dont ils disposent. Considérant le récit comme un acte de communication, raconter, c'est une manière de communiquer, incarnée dans la narration en tant que représentation, l'histoire constitue la sélection des actions et des événements successifs, elle est transcrite selon les standards d'un médium donné et mise en ordre par des choix esthétiques et stylistiques avant d'être interprétée par ses publics. Lorsque l'on s'interroge sur l'innovation narrative, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles formes narratives, il s'agit de comprendre comment certains récits de formes narratives inédites parviennent à poser des jalons, c'est-à-dire à établir des standards de transcription et à inscrire des routines d'usage pour leur interprétation, tout en racontant des histoires attractives, soit sélectionner et mettre en ordre des données. Figure 2. La fabrique de la narration, en tant que représentation au sens de H.S. Baker. Mettre en récit, enjeu des formes contemporaines de la narration. Les diverses contributions compilées dans ces actes offrent en la matière un large panel de cas et d'exemples. Ce faisant, elles témoignent de la richesse et de la variété des approches disciplinaires possibles, qui toutes concourent à éclairer l'innovation narrative. Ces actes s'ouvrent sur des travaux consacrés aux dispositifs narratifs dans les champs médiatiques et artistiques. Manel Samou applique à la publicité le concept de complexité narrative,
avancée par Gilles Lipovetsky et Jean Serrois, afin d'aborder les évolutions du cinéma à l'ère numérique. Afin de proposer l'analyse de 3 courts-métrages publicitaires, il s'appuie sur les 3 régimes d'image que sont l'image excès, l'image multiplex et l'image distance. Au-delà de cet exercice, ce premier texte rappelle qu'au travers de leur publicité, les marques sont à l'origine de tout un pan des formes contemporaines de narration qui pèsent de plus en plus sur la transcription et l'interprétation des narrations en général. Pour autant, les artistes n'ont pas abandonné le terrain narratif, comme le montre la contribution de Françoise Chambefort. Cette dernière s'intéresse aux data artistes, qui instaurent un régime de fiction spécifique par l'utilisation de flux de données en temps réel. Sans y trouver un nouveau régime de fiction, Françoise Chambefort suggère que l'oscillation entre les faits auxquels réfèrent les données et la fiction que constitue l'installation artistique concourt à renforcer la création de sens pour le spectateur devenu personnage de la fiction. Ce n'est pas un, mais 2 récits auxquels le spectateur est ainsi confronté au sens de Ricoeur. Un récit configurant fondé sur la sélection des données qui concourent à leur mise en récit et un récit intrigant constitué par l'expérience d'interprétation offerte au spectateur. Et Françoise Chambefort de conclure : le réel donne à la fiction la force de sa contingence tandis que la fiction apporte au réel sa puissance émotive. Souvent confondue avec la narration, la fiction apparaît ici comme un pôle de la représentation narrative dont le pendant serait l'ancrage au réel. Dans l'antépénultième contribution de ces actes, Daniel Valla offre à ce sujet un éclairage complémentaire. Les 3 contributions suivantes s'attachent au récit numérique de témoignages. Mirta Desnica analyse les témoignages publiés sur le réseau socio-numérique Twitter dans le cadre du mouvement Balance ton porc, pour donner suite aux accusations publiques de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. En se situant dans une perspective sémio-discursive et en adoptant une approche textuelle du récit, l'étude porte sur la mise en discours et la mise en récit des violences rapportées par les femmes. L'auteur examine ainsi les formes que le témoignage prend en lien avec les possibilités et les contraintes du dispositif qui en déterminent les conditions de production ainsi que les degrés de narrativisation, les thèmes, les personnages et les modèles narratifs récurrents dans ces témoignages. Cette approche met en lumière l'assimilation des codes de transcription propres au dispositif Twitter, mais aussi la perpétuation sur support numérique des récits des victimes de violences sexuelles. Compte tenu de la mise en ordre d'une sélection d'événements caractéristiques, selon un schéma narratif récurrent, animé de personnages archétypaux, l'agresseur, la victime, les témoins, les proches, la police, le plus souvent anonymes, ces témoignages peuvent être compris comme une manière de dénoncer non pas des personnes mais des comportements et des attitudes. À la faveur de cette interprétation, c'est tout le continuum de violences sexuelles et sexistes qui est illustré, de la parole sexiste jusqu'au viol. Blandine Rousselin s'attache à la mise en récit des troubles mentaux sur les espaces numériques. À partir d'un corpus de 20 espaces de publication et d'entretien semi-directifs avec 10 créateurs, Blandine Rousselin développe 3 exemples. Les 2 premiers relèvent de l'autofiction. Le blog de W qui narre son trouble bipolaire à la manière d'une série TV, et le blog BD de L qui a un trouble du spectre de l'autisme. De par leur cadre de transcription et d'interprétation à la fois ouvert et largement répandu, les outils du web permettent à des individus qui n'auraient pas pu s'exprimer autrement de le faire et de partager leurs récits avec des lecteurs, mais aussi d'entrer en conversation avec eux. Le récit autobiographique de A prend quant à lui plusieurs formes. Texte, vidéo en direct et en différé, dessins et photographies qu'elle partage avec des milliers de personnes via Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et une newsletter. A lutte contre sa propre maladie sous une forme qui n'est ni vraiment un journal ni un échange de lettres mais un nouveau type de récit partagé via les outils du web, qui lui permettent d'avoir des interactions avec ses lecteurs. Ces interactions soutiennent sa démarche et contribuent également à la faire connaître à d'autres malades qui y trouvent un soutien à leur tour. Les échanges peuvent se faire uniquement sur le web, mais également se poursuivre en rencontre dans le monde réel. W et A ont tous les 2 créé des associations grâce à leur présence en ligne et aux échanges qu'ils ont eus avec des lecteurs. Dans la dernière contribution portant sur le témoignage,
C'est Arnaud Bubec qui témoigne à partir d'une enquête qui visait à dégager des pistes de réflexion pour améliorer l'accompagnement des patients souffrant à la fois de troubles psychiatriques et d'addiction S. La pratique d'entretien à visée sociologique avec des soignants et des patients lui permet de mettre en lumière l'importance de la circulation des informations, savoirs, idées et croyances entre ces derniers. Ces cadres de référence sont le matériau des récits de vie de chacun. Récits dont la véracité importe moins que le sens qu'ils permettent de structurer et de partager avec autrui, notamment quant à la place à la fois dangereuse et nécessaire qu'occupe l'addiction dans l'existence des patients. Or, Arnaud Bubec constate que la capacité des malades à mettre leur vie en récit est bien souvent empêchée ou entravée par la discrimination dont ils peuvent être victimes du fait du clivage institutionnel entre psychiatrie et addictologie. En l'occurrence, le travail d'Arnaud Bubec atteste de la nécessité sociale, si ce n'est thérapeutique, de bâtir une fabrique de la narration pour la mise en récit de la vie de ses patients. Entre narration et action, le cas des fanfictions permet d'aborder l'appropriation et l'adaptation des techniques du récit. En posant comme postulat que la publication de fanfiction n'est pas une activité isolée, c'est-à-dire qu'elle induit des échanges entre pairs, Aurore de Ramon cherche à remettre de l'ordre dans les dynamiques relationnelles qui mènent non seulement à la réappropriation, à l'extension et à l'échange de contenu, mais aussi à la production de ressources communautaires dont le partage peut se révéler inégalitaire. Elle s'appuie pour ce faire sur un corpus composé de 71 entretiens semi-directifs, avec des auteurs de fanfiction francophones. À travers ce premier compte-rendu sociographique, Aurore de Ramon cherche à montrer que le milieu des fanfictions sur Internet est régi par un ensemble de règles collectives de transcription qui donnent lieu à une formalisation des récits produits. Au moment de l'interprétation, ils sont reconnaissables en tant que fanfiction et identifiables par les différents acteurs du milieu et par ceux qui gravitent en sa périphérie. Selon que l'écriture se développe comme celle de récits de fans faits pour les fans, ou bien de manière plus personnelle, les interactions observées avec les autres lecteurs et les différents auteurs. Entre société et mémoire, les deux contributions suivantes interrogent la construction et la reconstruction narrative des identités individuelles et collectives. Souad Barry a collecté un corpus de récits hagiographiques donnés par les gardiens de mausolées de la région de Mascara, Algérie. Très codifiés dans leur transcription, ces récits relatent une sélection de moments de la vie et de miracles prêtés aux saints. Pour ce faire, le Muqadmin développe divers procédés de distanciation et se positionne en dehors de la diégèse. Cependant, il reste présent dans son récit au travers de différentes marques énonciatives qui contribuent, au moment de l'interprétation, à le positionner en tant que guérisseur et thaumaturge au sein de sa communauté. Marion Fournier décrit quant à elle comment l'artiste se fait témoin d'un milieu, d'une époque, de rituels et de goûts. Art de l'espace, la danse se voit investie du récit de vie et par la sélection ainsi que la mise en ordre des actions et des événements constitutifs du récit. L'œuvre raconte une histoire personnelle, celle du danseur, pour englober dans une histoire plus vaste, celle d'une compagnie, puis celle de la danse et des arts. Les nouvelles formes de mise en récit illustrées par ces diverses contributions mettent à l'épreuve l'écriture littéraire. Daniel Valla explore la manière dont Delphine de Vigan met en œuvre son tourment dans un récit autofictionnel, le roman d'après une histoire vraie, dont le personnage principal porte le même prénom qu'elle et partage avec elle bien des similitudes. Daniel Valla montre d'une part que le tourment se dit dans le roman par la mise en œuvre d'une structure hybride à travers les pratiques intertextuelles et le brouillage des frontières entre autobiographie, autofiction et fiction. Dans l'œuvre, la mise en ordre entremêle sélection de faits réels et fictifs, au point que l'on n'arrive pas à les dissocier. D'autre part, le récit du tourment permet à De Vigan de prendre part au débat théorique autour de la création littéraire pour exprimer une position en faveur d'une prédominance de la fiction face au prétendu réalisme des histoires vraies. Au travers de l'étude de l'adaptation à l'opéra par François Paris du roman Maria Republica de Agustín Gómez Arcos, Cyril Delecra montre comment les technologies numériques contribuent, de par leur code de transcription, à renouveler la narrativité du roman. La technologie constitue un outil lyrique qui rend compte, de manière implicite, du triomphe de la République espagnole sur le régime franquiste. Des empilements harmoniques automatisés subliment le thème du double,
tandis que des couleurs d'intervalle spécifiques caractérisent le degré d'intimité entre les divers personnages. S'attachant au travail sonore dont peu d'entre nous sont aussi familiers que Cyril Delecra, cette contribution montre combien l'interprétation découle pour une large part de choix de transcription qui s'adressent bien souvent à l'affect et au ressenti plus qu'à la conscience ou à la raison. Enfin, à partir de l'analyse d'une série de billets publiés par l'écrivain Éric Chevillard sur son blog au cours du mois d'octobre 2017, Fanny Siog souligne le caractère incomparable de ce cadre de réception et d'interprétation avec celui de l'édition imprimée de ces textes. Bien qu'il semble s'être désintéressé des possibilités de partage associées au numérique et à ses codes de transcription, et que la publication ne s'accompagne d'aucun espace qui permette au lecteur d'y réagir par des commentaires, Éric Chevillard inscrit sa pratique scripturale dans une mise en ordre par la quotidienneté et une sérialité avec lesquelles rompt la publication imprimée. Bibliographie. Varoni, R. 2016. L'empire de la narratologie, ses défis et ses faiblesses. Questions de communication 32, 219 à 238. Wart, R. 1996. Introduction à l'analyse structurale des récits. Communication 8.1 à 27. https://doi.barre/doi.org/10.3406/com.1966.1113. Vaudouin, V. 2002. De la publication à la conversation. Réseau 116 200 à 25. https://doi.barre/doi.org/10.3917/res.116.0199. Blicker, HS 2009. Comment parler de la société ? Artistes, écrivains, chercheurs et représentation sociale. Paris, édition. La découverte. Bresse, J. 1994. Narrativité, Louvain-la-Neuve, Duculot. Dormois, D. 1996. Narrateur et point de vue, ou comment raconter. Repère, recherche en didactique du français langue maternelle, 13 165 à 190. www.percé.fr/doc/repère-bas 115713330-1996- num-13-2183. Falgas, J. 2004, Toile Rudique vers un conte multimédia V1.0. Mémoire de maîtrise d'art plastique, Université de Metz, http://julien.falgas.fr/os-carrière/maîtrise-d'arts-plastique. Falgas, J. 2014. Racontera l'ère numérique. Auteur et lecteur héritier de la bande dessinée face aux nouveaux dispositifs de publication. Thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine. http://docnom.unif-lorraine.fr/public-dd0c-bat-dd-2014-012-falgas.pdf. Genette, G. 1972, figure 3. Paris, édition. Le Seuil. Meuret, J. 1998. Ramlet on the Holodesh, The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge, MA The MIT Press. Roger T. Pédoc. 2003. Documents, formes, signes et médiums, les reformulations du numérique. Archives SIC. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic-0000051/fr/. Revaz, F. 2009. Introduction à la narratologie, action et narration. Bruxelles de Bock. Salmon, C. 2008. Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater l'esprit. Paris, édition. La découverte. Todorov, T. 1969. Grammaire du Décaméron. La haie mouton. Les courts-métrages publicitaires web, la complexité narrative en question. Manel SAMMOUD. Doctorante en sciences du cinéma, de l'audiovisuel, des technologies de l'art et des médiations artistiques. Université de Carthage, Tunisie. Résumé. À l'ère digitale, le recours au récit prend dans la publicité des formes extrêmement variées. Adam Bonhomme 2007 sur 132. Désormais,
Loin des structures du récit minimal Courtet 2003/79, construite autour du produit et de ses bénéfices fonctionnels, certaines marques se propulsent vers de nouveaux récits de situations émouvantes à partir de l'immatérialité de leurs traits de caractère, de leurs valeurs et de l'image qu'elles projettent sur les consommateurs. Gilibert Cassignol, Creusy 2016/18. C'est ainsi que l'évocation du produit, néanmoins sa mise en récit, s'y spectacularise et s'y dramatise, s'y diversifie et se régénère. Péninou, 2001. En effet, en mariant un savoir-faire en communication numérique avec les modes de production hérités de l'audiovisuel, la publicité, dans ses tendances avancées, s'est inscrite dans l'espace de complexité narrative. Lipovetsky, Serrois, 2011. Cet article propose une analyse sémiotique de 3 courts-métrages publicitaires largement chargés et échangés sur le net, via les réseaux sociaux et YouTube, dont celui de T-Mobile 2011, Cartier 2012 et Dove 2013. Mots-clés, récit, court-métrage publicitaire, excès, multiplexité, distanciation, complexité narrative. Introduction. Dans le continuum écranique connecté, le recours au récit prend dans la publicité des formes extrêmement variées. Adam Bonhomme 2007/132. Désormais, loin des structures du récit minimal construites autour du produit et de ses bénéfices fonctionnels. Courtet 2003/79. Le récit publicitaire se dépublicitarise. Berthelot-Guillet 2015 et les marques semblent déconnectées du réel et du produit. C'est ainsi qu'elles se dématérialisent. Gilibert Cassignol, Creusy 2016/18. Les voici penchés d'emblée sur l'imaginaire, l'inattendu. Brunner 2002. La curiosité, le suspense. Sternberg 1992 et la légèreté. Lipovetsky 2015. Tout en confirmant leurs ancrages culturels et idéologiques dans les sociétés postmodernes. Lyotard 1979, Firat et Al 1995, voire hypermoderne. Lipovetsky, Charles 2004, Aubert 2004, Aubert et Haroche 2011. En effet, en mariant un savoir-faire en communication numérique avec les modes de production hérités de l'audiovisuel, elles se sont inscrites dans l'espace de complexité narrative. Lipovetsky, Serrois 2011. Leur pouvoir fantasmé de la mise en récit s'immisce dans un autre pouvoir, celui de l'excès, de multiplexité et de distanciation. Ibidem. Pour étudier ces processus, nous avons opté pour l'analyse de 3 courts-métrages publicitaires web, dont celui de T-Mobile 2011, Cartier 2012 et Dove 2013. Le choix de ces films s'est appuyé sur l'hypothèse de François Jost, 1998, stipulant une catégorisation des genres télévisuels en fonction de 3 mondes I. Réel, mode authentifiant, fonction configurante du récit, le cas de Dove. Fictif, mode fictif, fonction intrigante du récit de fiction, le cas de Cartier. Ludique, mode ludique, attraction sur scène, le cas de T-Mobile. De façon encore plus représentative, ces éléments de corpus ont été choisis car ils répondent également aux critères d'une mise en récit qui met en scène l'image excès, l'image distance et l'image multiplexe, développée dans les travaux de Lipovetsky et Serrois 2011. C'est dans cette optique d'une nouvelle scénographie locutive, Soulage 2013, du récit publicitaire, que nous posons la question suivante. Comment l'image excès, l'image distance et l'image multiplexe participent-elles à la construction de la complexité narrative publicitaire ? Vers une narrativité de distanciation, le cas de T-Mobile, Angry Birds Live 2011. Depuis quelques années, les consommateurs ont pris l'habitude de sélectionner la publicité en évitant consciemment ou inconsciemment leur exposition au message. C'est pour cela que les marques se trouvent dans la nécessité de reconsidérer leur propre perception du monde, des objets, ainsi que de leur relation avec leur public cible. Graduellement, elles tendent à apparaître comme porteuses de plaisir, de frivolité, de fortes sensations et de divertissement. Il ne s'agit plus de raconter de belles histoires, mais de communiquer à travers le récit, de créer des représentations du réel, pour construire des liens émotionnels avec le public. Dans ce contexte, T-Mobile est passé maître dans ce type de contenu. C'est en 2011, sur la place Nova Terrassa à Barcelone, que l'opérateur avait l'ambition d'imprégner physiquement les passagers, par une mise en scène qui les sollicite par le biais d'un jeu de tir-combat en live. En effet, en s'inspirant du jeu vidéo Angry Birds, l'opérateur télécom s'est déplacé davantage sur le terrain de l'expérientiel. Hirschman, Holbrook, 1982. Le principe du jeu consiste à projeter des oiseaux hors du dispositif,
avec un lance-pierre contre les cochons verts, placé sur ou à l'intérieur de différentes structures. Le film Angry Birds Live d'une durée d'1 minute et 40 secondes, a réalisé plus de 19 millions de vues et a été partagé plus de 25 millions de fois en seulement 7 jours. Dans ce contexte ludique, le récit, tel que présenté par Hilary Dannenberg, ne se contente pas de raconter une histoire, mais tisse au contraire une toile riche et ontologiquement multidimensionnelle de mondes possibles alternatifs. Dannenberg 2004 sur 160, traduction de Marty et Baroni. Dès lors, le spectateur-joueur, provoqué par l'ambiance particulière de la mise en scène T-Mobile, contribue à agir sur le récit qui s'offrira à lui grâce à son agentivité, agency. Murray, 1997 sur 126-153. Ces actions seront ensuite reproduites devant lui, à travers un dispositif événementiel. Impressionné par une intrigue ficelée, dans le sens où il y a une continuité spatiale de sa progression, il se projette d'emblée, comme dans une intrigue vidéoludique jouée Marty 2014, dans l'action exécutée et s'évade vers un monde réel et palpable, hors de l'écran. Animé ainsi par des saxophonistes RE accent aigu interprétant la musique du jeu vidéo Angry Birds, la mise en scène ressemble à une animation récréative, à un festival ou encore à une fête. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que la mise en scène T-Mobile contribue à faire émerger la présence d'un jeu, et ceci de deux manières différentes. D'une part, un jeu Ludens, Huizinga 1988, encore Festivus. Ce jeu se voit se situer dans l'espace-temps réel du jeu, également dans le récit. D'autre part, la présence de ce jeu se manifeste également dans l'espace-temps filmique du jeu. Selon nous, cela est plus pratique à mettre en œuvre car, et comme nous le montrerons dans ce qui suit, le jeu transcende le récit de soi pour devenir un récit de marque. Flanqués devant leur smartphone, les spectateurs prennent la mise en scène directement en photo puis ils la partagent en déposant les photos sur un site, sur un blog, sur Instagram et sur Facebook, etc. La photo, le selfie ou la vidéo partagée, que nous désignons ici par images, distance et qu'on reconnaît par les expressions codifiées, état, j'y étais, ou était en direct. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.